Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et également avec Émilie et Jonathan du studio Kobojo et nous allons parler de leur dernier projet en date, Zodiac. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Émilie, tu es game designer sur le projet. Jonathan, tu es chef de projet. Tu t'occupes également de tout ce qui est contact avec le Japon. Donc, on va attaquer direct par une petite présentation de Zodiac. Il s'agit de quel jeu exactement et quels sont... On parle beaucoup de Japon autour de ce jeu. Pourquoi ? Alors, Zodiac, c'est un role-playing game, donc un RPG, ouais. Fortement inspiré bien évidemment des JRPG que nous connaissons tous et que vous connaissez tous. Un JRPG basé sur une idée également de multiplayer, qui est bien évidemment, pourquoi on parle de Japon ? Parce que on a des artistes japonais, des personnes japonaises qui vont participer, des grands noms japonais qui vont participer au projet. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont ces Japonais prestigieux qui ont accepté de participer à ce projet français ? Pas que français, mais on verra. Déjà, on a Sakimoto, monsieur Sakimoto, donc compositeur, ouais. Qu'on a tous connus sur des Final Fantasy Tactics, des Final Fantasy XII, ce genre de titres. Et monsieur Nojima, donc scénario, ouais. Qui a travaillé sur des scénarios pareil, aussi prestigieux que sur les Final Fantasy ou plus récemment, j'ai oublié. J'ai noté plein de trucs. Donc, notamment Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, bien sûr. Kingdom Hearts. Des projets en cours. Oui, bien sûr. Final Fantasy XV aussi. Oui, il a bossé aussi sur FF15. Oui, tout à fait. Et donc toute la série Cash. Il a aussi bossé sur Advent Children. Donc le film qui était sorti sur FF7, que moi j'avais beaucoup aimé. Et sinon, Sakimoto, lui, a également bossé pour VanillaWare pas mal. Et il a bossé sur les Dempamen, que j'aime beaucoup, qui étaient des titres téléchargeables qui sont toujours des titres téléchargeables sur 3DS. Également sur des classiques comme Radiant Silvergun, pas mal. Donc il y a Alex qui doit verser une petite larme à chaque fois qu'il entend ce nom. Vagrant Story, FF Tactics, bref, c'est assez hallucinant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà comment s'est opérée cette rencontre avec ces développeurs ? Est-ce que vous avez été les chercher ? Est-ce que c'est eux-mêmes qui vous ont contacté ? Est-ce que c'est un échange d'emails ? Est-ce que c'est des vraies rencontres ? Alors, la rencontre s'est faite en fait avec le game director, donc le directeur du jeu, Julien Bourgeois, ouais. Qui était venu assister à un concert qui était donné en l'honneur de monsieur Sakimoto, donc à Paris l'année dernière. Tout à fait. Actuellement, il y a vraiment à 3 jours près, c'était l'année dernière pile. Ouais. Et donc, il est venu à la séance de dédicace, lors de la séance de dédicace, me parler, puisque je m'occupais de monsieur Sakimoto à l'époque, pour justement nous approcher et voir si monsieur Sakimoto pourrait venir visiter Kobojo. Voir le projet sur lequel il était en train de travailler et éventuellement, pourquoi pas, y participer. Et ce projet, c'était Zodiac. Zodiac. Donc, quelques jours plus tard, donc, M. Sakimoto arrive à Kobojo et donc on lui montre le premier prototype qui était à l'époque déjà quelque chose d'un petit peu avancé, mais c'était pas vraiment proche de ce qu'il y a maintenant. Et donc voilà, le projet a beaucoup plu à M. Sakimoto, il a été assez impressionné. Et de fil en aiguille, après pas mal de discussions, il s'est retrouvé à composer donc, pour le jeu. Et sa société, donc Basyscape, puisqu'on parle beaucoup de la musique, mais il y a également les effets sonores qui vont être pris en charge, donc faits par l'équipe de Basyscape. Et qui a également bossé pour VanillaWare, et donc sur tous les titres VanillaWare quasiment, voilà. Le dernier, Dragon's Crown. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les premières images de Zodiac, on pense évidemment immédiatement à Dragon's Crown, puisque c'est un petit peu le même style graphique, et c'est également un jeu 2D où on déplace son personnage comme ça un petit peu partout. Là pour le coup on se rapproche un peu plus de Child of Light, puisque le personnage peut voler. Donc il y a des phases d'exploration un petit peu comme ça libres, et on a des phases de combat au tour par tour. Et donc là, on va parler un petit peu justement du système de combat. Tu veux peut-être poser des questions, c'est ton domaine. Sachant que le jeu a été présenté comme... Alors c'est les graphismes de VanillaWare, le gameplay de Valkyrie Profile et l'expérience Final Fantasy. Donc c'est un petit peu le pitch, l'objectif visé par Zodiac. Très ambitieux. Pour cadrer rapidement. Pour peser les choses. Mais c'est bien en même temps, c'est bien. Mais effectivement, quand on voit les premières images, notamment le trailer que j'ai pu voir, déjà on entend dès les premières notes. Ok, bon, donc Sakimoto Sensei au platine, ça y a pas de souci. On peut évidemment pas s'empêcher de penser à du FFT ou des trucs de ce style. Et souvent, donc, quand on qualifie Zodiac, ou quand même vous qualifiez Zodiac, vous parlez de JRPG. Alors, je trouve ça intéressant, parce que c'était un petit peu la même pour Child of Light, avec Patrick Plourde, qui, quand il parlait de son jeu, il parlait de JRPG, alors que c'est fait par des Français
Comment est-ce que vous vous situez des personnes qui parlent de manière francophone. Comment est-ce que vous vous situez là-dessus? Est-ce que pour vous c'est clair, c'est du RPG et en termes d'inspiration, bon, c'est à fond dans le JRPG ou non, c'est un vrai JRPG dès lors qu'il y a des Sakimoto Sensei et puis des Nojima Sensei qui bossent avec vous? Je pense que le principe du JRPG, c'est quand on parle de JRPG, on parle beaucoup de mécanique, on parle aussi d'une esthétique. Là, effectivement, la majeure partie de l'équipe n'est pas japonaise, mais tout le monde est fan des JRPG, on y a tous joué en étant adolescent, on a tous été profondément influencés. Personnellement, ces gens-là sont ceux qui m'ont fait dire un jour je ferai des jeux vidéo. Donc c'est un petit peu fou aujourd'hui de pouvoir effectivement bosser là-dessus. Et je pense qu'on peut apporter notre sensibilité, notre culture fatalement, puisqu'on on est des occidentaux. Et à travers ça, on va pouvoir donner notre interprétation du JRPG. Alors effectivement, le fait d'avoir en plus dans l'équipe des Japonais qui ont travaillé sur des titres prestigieux, qui ont fait le JRPG, je pense que ça peut apporter qu'une touche d'authenticité à notre projet. C'est entièrement d'accord. L'idée un peu ambitieuse, c'est vraiment d'allier le meilleur de chaque côté, hein, c'est-à-dire l'esthétique, le style japonais et un peu tout ce qu'on a tous aimé dans les RPG de l'époque, mais également avec la partie un peu innovation, la modernité des jeux plutôt occidentaux, notamment dans le système de crafting, des choses comme ça, qui peuvent apporter vraiment beaucoup donc à ce nouveau projet. Alors justement, juste une question que j'ai envie de poser, peut-être elle est idiote, mais je me lance. J'ai peur. Pourquoi non, t'inquiète pas, attends, tu me connais. Question, donc pourquoi vous n'êtes pas passé par le financement participatif? On a vu ça, des projets même sur lesquels Sakimoto bosse ou a bossé, je pense à... Comment ça... Exactement, ouais. On a déjà parlé dessus. Et pourquoi ne pas être passé par là, par exemple? Je veux dire, c'est quelque chose qui se fait, d'autant que sur les plateformes, je crois que c'est destiné à la Vita et puis à iOS. C'est mobile, ouais, pour l'instant. Ouais. Bon, ça se prête complètement. Enfin, je veux dire, on peut envisager ça comme un projet susceptible de se faire financer par une communauté. Je pense que tout simplement parce que Kobojo est une entreprise donc, qui travaille avec des investisseurs et qui a déjà beaucoup de projets à son actif. Et là, la logique, c'était vraiment de lancer un projet ambitieux avec les Japonais, sans vraiment passer par ce système participatif, puisque c'est vrai que la contrepartie des Kickstarter et compagnie, c'est que des fois, ça se passe pas très bien, et puis ça ternit un peu l'image. Il y a toujours des petits côtés comme ça, pas forcément toujours très joyeux. Il y a une contrainte aussi qui est liée à la gestion de cette communauté derrière, puisqu'on a des comptes à rendre, il faut alimenter également beaucoup plus en termes de com, et donc du coup c'est une perte de temps sur le développement, si déjà l'équipe n'est pas énorme à la base. Je crois que vous êtes combien? Vous êtes 30-40 pour l'instant bossé sur Zodiac? Sur Zodiac, on est plutôt pour l'instant 25. 25. Qui va s'agrandir encore un petit peu, je pense, mais c'est vrai que là, pour ce projet, en tout cas, la logique n'était pas du tout de partir sur un Kickstarter. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu donc, de l'univers de Zodiac? Donc Zodiac, j'imagine, je crois déjà que c'est un nom provisoire, c'est pas le nom définitif ou c'est devenu le nom définitif? C'est provisoire. C'est provisoire, ok, c'est un nom de code. Et donc du coup, donc j'imagine qu'il y a quelque chose à voir avec les signes du Zodiac. Alors là, je montre mon bracelet. Voilà. Fièrement, j'arbore le bracelet du cancer. D'ailleurs, j'ai allié la couleur bleue partout aujourd'hui. Donc oui, ça s'appelle Zodiac parce que, bien sûr, ça a beaucoup de rapports avec les signes du Zodiac. Les personnages pourront utiliser donc, les pouvoirs issus du Zodiac. Et donc à travers plusieurs aventures dans le jeu, ils pourront collecter de nouveaux skills, de nouvelles habilités en fonction de chacun de ces pouvoirs. Les signes du Zodiac fonctionnent un petit peu comme un système de classe. Système de classe, ouais. Pour réduire. Ouais. Pour simplifier, oui, c'est un système de classe, chaque signe ayant ses propres habiletés, ses propres spécificités. Et après, ça va être au joueur de choisir ce qui... Justement, je crois qu'on peut switcher on peut fly en plein combat, donc les combats sont au tour par tour. Ouais. Et donc là, on peut décider, ok, là je passe en mode poisson, je passe en mode je sais pas quoi. Et du coup, lorsqu'on crée son personnage au départ, est-ce qu'on choisit une classe ou alors pas du tout, on peut switcher dès le début? Comment ça se passe exactement? Parce qu'en règle générale, on a tendance à monter une classe, ensuite on atteint un certain cap où on peut envisager d'en prendre une autre et de la monter également. Mais là, a priori, c'est tout en même temps. C'est un peu le principe, oui. Voilà, comment ça se passe? Alors, le joueur va choisir une classe au départ. Ouais.
probablement sa classe, son propre signe. Il y a des chances. Et va pouvoir donc à partir de là avancer dans le jeu et récupérera les autres classes. En fait, oui, ça va s'adapter selon la classe de départ. D'accord. Oh, je me mélange complètement. La suite du jeu va s'adapter par rapport au choix de départ du joueur. Ouais. Selon qu'il ait choisi donc cancer ou lion, ou n'importe quoi. Ouais. Ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi. Tu dis ou lion ou n'importe quoi, on me regarde. Ah non, c'est pas du tout volontaire. Gémeaux, pardon. Je connaissais pas ton signe. Désolé. Non, Gémeaux, je crois qu'on a dit qu'on ne l'aurait pas, je suis désolée. C'est dommage, vous en aurez pas beaucoup. Et alors donc, pour chaque classe, donc il y a des skills actives, passives aussi. C'est ça, exactement, des skills actifs que le joueur va pouvoir choisir d'utiliser, d'autres qui vont booster ses caractéristiques ou booster les caractéristiques de ses alliés. Parce que le joueur n'est pas seul pendant un combat, il a aussi 2 autres personnages qui l'accompagnent. Max, qui eux, par contre, faire des équipes de 3 persos pour l'instant Pour l'instant 3. Ok. Qui eux par contre ne changent pas de classe. Le personnage principal change de classe. Les 2 autres persos sont des NPC ou ce sont pas des seulement personnages qui font partie de l'histoire. Okay. Y a un personnage qui va être en fait ton ami, puisque c'est un jeu multiplayer. Voilà. Donc ça y a une forte connotation sociale également présente dans ce jeu. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir inviter ses amis, bien sûr, à nous aider à terminer des donjons, tout ce qu'on peut imaginer. En asynchrone. Donc, du coup, en asynchrone, notamment dans les combats. Donc on va emprunter les pouvoirs de son ami. Un ami qui par exemple va être Gémeaux, qui va avoir un super pouvoir, il va nous aider à vaincre un boss, alors que nous, non, on a plutôt développé le skill du lion. Puis hop, je vais choisir mon ami, ce qui est très pratique, je peux choisir, plus j'en aurai, plus ce sera facile bien sûr, parce que chacun évolue en fonction donc dans son jeu. Et donc, tu peux choisir en combat, l'ami qui va t'accompagner, tu peux l'ami en combat, non. Ça Okay. se fera normalement sur un save point ou sur quelque chose d'équivalent. D'accord, okay. Mais il y en aura assez régulièrement, je pense, pour qu'on puisse justement switcher de façon stratégique. Okay. Voilà. Et l'intérêt aussi, pour les amis, d'être invités par le joueur, c'est qu'ils vont en retirer, des choses, des objets ou de l'XP ou ce genre de choses. Donc on peut ne pas jouer, mais notre personnage est emprunté, et donc du coup on le voit progresser lorsqu'on prend sa partie. Surprise. Basiquement, c'est comme les puzzles, comme plein de trucs asynchrones. Non, Puzzle and Dragons, en fait, tu ne fais pas progresser les créatures que tu invites. Quand t'as un pote qui utilise ta créature, tu gagnes des pal points, quoi. Enfin, tu vois, tu gagnes des pal points, c'est vrai. Il y a un intérêt à être appelé par il y a un système un peu équivalent dans Bravely Default avec les invocations d'amis. Voilà, donc c'est un peu aussi basé sur ce style de... Et alors, du coup, pour rentrer un petit peu plus en détail dans le système de combat, j'avais lu que vous donniez une grosse importance aux buffs et aux debuffs, si je raconte pas de bêtises, par rapport aux autres. Moi, j'avais entendu même, pour le système de combat, nous, on a réfléchi, on était plus limite sur du Megaten que sur du Final Fantasy. Vous pouvez, ou peut-être que j'ai lu ça, mais c'était pas quelqu'un de votre équipe. Je ne sais pas où ça a été dit. Parler de ça. Ça me dit quelque chose en fait. Ça tombe bien. Je crois que oui, c'est une volonté en fait du game design, même si tout n'est pas encore parfaitement défini, puisqu'on travaille vraiment dessus encore. On rappelle, le jeu est prévu en milieu 2015, donc il reste encore du temps. Il y a un énorme travail d'équilibrage. Tout à fait. Donc c'est toujours un peu difficile d'être définitif sur ce genre de détails. D'accord. Puisque l'équilibrage, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. On en parle en général quand on s'est trompé. D'accord, mais au moins en termes d'inspiration, les Shin Megami Tensei, c'est quelque chose que vous avez regardé. Ça fait partie à côté des jeux VanillaWare comme Dragon's Crown, à côté de Valkyrie Profile, pour le côté un peu... le buff des buffs, de toute façon, ajoute toujours une profondeur qui est la bienvenue, je trouve. Bien sûr, mais il y a certains RPG dans lesquels, au final, ça sert pas trop. D'autres, comme dans le MMO par exemple, où là, c'est plutôt important. Ça dépend, il y a des studios qui se situent de manière différente sur le buff des buffs. Je veux dire, il y a plusieurs écoles. C'est sûr. Moi, j'avais une question à la fois pointue et potentiellement super conne. Donc, vu que le système de classe est basé sur des signes astrologiques, on sait, il y a beaucoup de discussions sur ces signes astrologiques, genre tel signe n'est pas compatible avec tel signe, etc. Est-ce que vous allez jouer avec cette pseudo-compatibilité possible entre signes au sein du jeu pour justement créer peut-être des gameplays supplémentaires, des dynamiques. Presque comme dans les FFT par exemple. Les affinités, tu veux dire en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les affinités entre signes. Qui sait ?
D'accord. Non, on est encore à un moment du développement où on réfléchit à beaucoup de choses. Ouais. C'est envisagé, c'est possible. Après, comme j'ai dit, ça va dépendre beaucoup d'équilibrage, de questions d'équilibrage. Si au final c'est plus gadget qu'autre chose, c'est pas forcément. Vous n'avez pas perdu du temps là-dessus. Il faut que ça apporte. Il faut que ça apporte quelque chose. Si ça n'apporte rien, c'est pas la peine de compliquer. Je vais être très honnête, je suis désolée de dire ça parce que ça reste mon jeu préféré. Vas-y. Mais dans Final Fantasy Tactics, par exemple, les affinités entre signes. On s'en moque un petit peu. Voilà. Bon, non, mais c'était agréable. C'était une bonne idée. Voilà, c'était dans le délire. Mais quand on tape quelqu'un, c'est ça. Enfin, je veux dire, dès lors qu'on a de manière. Le jeu avait déjà une complexité assez prononcée pour ne pas en plus. Oui, c'était un paramètre effectivement dont on pouvait se passer. C'est ça. Mais bon, voilà, c'était agréable de savoir qui. C'est ça. Donc il y a une partie combat au tour par tour, il y a aussi une partie exploration. Donc on a vu que le personnage était, alors, je dis peut-être je me connais, il est sur un griffon. C'est ça. C'est ça. Il est sur un griffon et donc du coup il peut voler, se déplacer. Vous allez cette partie exploration, est-ce qu'il y aura un petit côté Metroidvania? Est-ce qu'il y aura du gameplay spécifique à celle-ci ou est-ce que c'est pas uniquement pour déclencher des combats? J'imagine qu'on peut récupérer des objets. Oui, voilà. Quand on parle d'exploration, on n'en parle pas juste pour dire d'aller de combat en combat. Oui. C'est pas voilà. Il va y avoir bien sûr rechercher des objets, d'autres objets. J'imagine discuter avec des PNJ. Voilà, trouver des quêtes, résoudre des puzzles, trouver des zones cachées, tout ce qu'on peut attendre d'une exploration, quoi. Parfait. Est-ce que vous avez des petites idées justement spécifiques pour essayer d'apporter des choses sur cette partie exploration qui est très populaire en ce moment? On a beaucoup de jeux indés dans le genre un petit peu Metroidvania, avec beaucoup d'exploration, avec du loot aléatoire, ce genre de choses. Est-ce que c'est des features que vous avez envie d'ajouter ou d'autres choses à développer? On explore pas mal selon nos envies. De ce côté-là, les game designers sont pas trop bloqués. J'imagine au grand désespoir des développeurs. Mais oui, non, on explore beaucoup de pistes actuellement pour enrichir l'exploration le plus possible, pour pas que ce soit effectivement juste je vais de combat en combat et je trace jusqu'au boss pour en finir et arriver aux choses intéressantes. Alors en termes de scénar, donc il y a un style il y a une histoire avec un style de début, un style de fin, mais fin ouverte si j'ai bien compris. Enfin, d'après ce que j'ai compris, Nojima-san va continuer à taffer une fois que le jeu sera sorti, va continuer à taffer pour toujours fournir du contenu. Donc Nojima-san, donc Monsieur Nojima, pour l'instant il nous écrit un scénario vraiment complet sur ce jeu. 6 suites il y a après, évidemment c'est des choses desquelles on peut rediscuter. Mais il est très enthousiaste. Déjà, il a déjà livré pas mal de choses, et c'est très intéressant. Malheureusement, je peux rien vous révéler. Là, je viens de terminer la traduction, là, donc c'est très très intéressant. Je pense qu'on retrouve des pointes de ce qu'on a pu aimer dans d'autres titres, avec bien sûr pas mal de choses originales basées sur les Zodiacs. Voilà, la seule chose qu'on peut peut-être dire, c'est que le personnage principal donc, va rencontrer beaucoup de personnages, va acquérir des pouvoirs liés aux Zodiacs. Et donc, c'est un scénario relativement fort. Et les relations entre les personnages seront assez mises en avant. Il y a toujours des histoires de traîtrise, d'amour passionnel, des choses comme ça. Voilà. Monsieur Nojima d'ailleurs disait un peu précédemment qu'il se faisait plaisir parce qu'il n'a pas toujours la liberté de créer comme ça, de se lâcher dans ses dialogues, dans ses scénarios. Et là, puisque c'est vrai qu'on lui donne finalement beaucoup de liberté, avec quelques idées de base qu'on lui a données, voilà, il se fait plaisir ce que j'ai pu en voir, ça donne du très beau résultat. Est-ce que tu sous-entends ça que le genre a un Peggy 18+ ou pas ce genre de relation. Je me posais une question très conne sur donc évidemment le personnage peut gagner de l'expérience, des niveaux, etc. Est-ce qu'il y aura le même système pour le griffon? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs créatures mythiques comme ça qu'on peut chevaucher, de customiser des gens au niveau de non, on sait pas. Pas actuellement. Pas actuellement. Là, par contre, j'avoue, je suis pas en charge de cette partie-là, donc je vais pas m'avancer. Et je voudrais pas dire de bêtises. Disons que rien n'est impossible. Oui. Mais voilà, en fait, si j'ai bien compris, parce que depuis tout à l'heure, on pose des questions. Bon, le jeu n'est pas prévu pour tout de suite, donc vous êtes encore en phase de limite même de recherche pour certains aspects du jeu. Donc, justement, comment ça se passe? Est-ce que là, vous êtes encore en mesure d'avoir des idées un petit peu folles et de les implémenter dans le game system, ou quand même c'est relativement
on sait où on va et puis on peut plus se permettre trop de on sait où on va, mais on se permet d'implémenter encore des choses un peu folles. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est dans cette optique-là, de ne pas se fermer de porte. À partir du moment où ça enrichit l'expérience de jeu globale, que ce soit sur l'exploration, sur les combats, sur... Oui, bien sûr. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas quelqu'un qui est chargé de dire bon, on s'arrête là et puis on va se concentrer sur ce qu'on a déjà. Continuellement, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que des fois on s'enflamme, ce serait génial si on mettait ça. Ouais, mais en fait ça va être dur. Ouais. Et finalement on coupe, on ajuste en fonction de ce qui sera mieux pour le jeu. Mais voilà, quelque part, moi en tant que game designer, c'est pas mon rôle de me brider. Au contraire, moi je m'enflamme un peu trop souvent. Mais bon, justement, c'est important qu'il y ait quelqu'un pour nous recadrer, mais il faut qu'on continue à s'enflammer malgré tout, tout au long du développement, pour pousser le jeu dans ses derniers retranchements et rendre le truc à la hauteur de nos ambitions, quoi. Le jeu a été présenté tout récemment au Tokyo Game Show. Justement, est-ce que le public japonais s'est enflammé pour ce titre? Comment ont réagi les journalistes un petit peu sur place? Donc c'est un JRPG développé en Occident. Donc du coup, peut-être qu'on aurait pu avoir des gens un petit peu sceptiques, etc. Ça s'est passé comment? Alors, est-ce que tu y étais? J'y étais, tout à fait. J'étais sur le stand, j'ai préparé tout le Tokyo Game Show. C'était une super expérience d'abord. On avait un petit stand comparé à certains grands développeurs, mais on a eu de très très bonnes réactions. Ouais. Et je dis pas ça parce qu'on est en train d'en parler, etc. On a vraiment eu un très très bon retour du public. Je crois que vous avez eu un prix. Oui, alors on a eu Famitsu.com qui nous a nominés parmi les meilleurs jeux indie. En fait, il y avait deux catégories. Catégorie indie. 4Gamers nous a également nominés, donc on a été vraiment très très flattés. C'était une belle surprise parce qu'on ne s'attendait pas à avoir énormément de succès à ce point-là. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de joueurs qui nous ont fait des retours, souvent positifs. La presse japonaise également, donc Famitsu a passé du temps, beaucoup d'autres personnes de la presse sont venues nous voir avec des retours. On a eu des producteurs également d'autres grandes boîtes qui sont venus nous faire des retours. Parce que le bouche à oreille pendant tout le Tokyo Game Show a bien fonctionné. En fait, l'impression qu'on a eue de façon générale, c'est que vraiment, il n'y avait pas ce côté « Ah, c'est des Français qui font un jeu, on ne regarde pas, ça ne nous intéresse pas ». C'est « Ouais, c'est beau, ça a l'air intéressant, il y a des noms qu'on connaît, venons voir et venons essayer ». Donc on avait une dizaine de machines disponibles sur notre stand, c'était tout le temps plein. Voilà, en plus, au Tokyo Game Show, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les hôtesses qui attirent du monde. Donc, là, forcément, alors il y a vraiment deux types de public. Il y a les gens qui viennent pour jouer à notre jeu, puis il y a les gens qui viennent pour photographier les hôtesses. C'est vrai. Donc, du coup, il y a des éditeurs qui ont compris ce principe-là et qui mettent des hôtesses juste à côté des jeux. C'est les mecs qui sont. Mais justement, alors, quel type est-ce que vous pourriez nous filer un style de retour Je vais encore plus affiner encore cette question-là. Est-ce que les retours des Japonais sont différents des retours des Français? Là, c'est l'affinage. Je dirais que dans l'ensemble, ils sont relativement proches. Okay. Ce qui se passe de façon générale, c'est que les Japonais sont très sensibles à la 2D. Oui. C'est pour ça qu'on a eu souvent des retours positifs où ils nous disaient voilà, on aime bien ce que vous faites là, la 2D, la qualité des graphismes, l'univers que vous créez, c'est féerique, c'est magique, ça correspond exactement à ce qu'on aime et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est vrai que quand on voit également pas mal de développeurs sont partis vers la 3D, je pense que c'est aussi le contre-pied de ça et donc ça a fait plaisir à beaucoup de gens. De la part des Occidentaux, qu'est-ce qu'on a eu comme feedback? On a eu beaucoup de ça me rappelle VanillaWare. Oui, voilà, souvent, c'est souvent ça. C'est cool Sakimoto, cool Nojima, j'adore et tout. Oui, on a eu aussi la 2D, la jolie 2D, ça fait du bien aussi. Voilà. Quoi, c'est pas VanillaWare, mais c'est qui Kobojo? Enfin, des choses comme ça. Alors, mais justement, du coup, avec des noms comme Sakimoto, Nojima, avec des inspirations qui vont, vous allez chercher à droite, à gauche et tout, est-ce que vous n'avez pas peur au bout d'un moment qu'on se dise, elle est où la personnalité de Zodiac? Non, mais c'est une vraie question. Je pense pas. Je pense qu'il faut forcément viser vers de l'excellence. Après, on a des références qui pour nous sont l'excellence dans ce genre-là. Après, on estime qu'on est capable d'y aller. On n'a pas à avoir peur, non? Si on a peur, c'est le début de l'échec. Non, c'est sûr. Qui ne prend pas de référence? Même les plus grands jeux, finalement, prennent forcément leur source quelque part. D'ailleurs, bien souvent, de jeux occidentaux. C'est aussi ça. C'est un peu le cercle, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est que finalement, les JRPG sont longtemps inspirés des Donjons & Dragons, des systèmes occidentaux. C'est la boucle. Et là, on a des Français qui reprennent certains éléments du JRPG avec à la fois de façon hommage, mais aussi en apportant leur touche.
Et puis même, on en discutait un petit peu avant de tourner cette émission, pour combler un besoin. C'est-à-dire là récemment, les Japonais ont fait un switch vers des jeux plus 3D, vers des jeux quelque part plus influencés et prévus pour un public occidental. Et donc du coup, il y a eu un vide au niveau du JRPG. Il y en avait beaucoup moins. Vous avez souffert avec X-Ray, vous avez souffert. Et donc du coup, ça revient. C'est l'Occident qui propose cette fois-ci une alternative et qui propose des JRPG qui quelque part auraient dû être faits au Japon. Et là, quelque part, qui sont faits en partie également au Japon. Exactement. Donc, et surtout, ce qui est vraiment important, je pense, pour toute l'équipe, c'est de faire un jeu auquel on a envie de jouer. Ouais. Parce que moi, je suis un grand fan de RPG. Une bonne partie de l'équipe joue également à beaucoup de RPG, ils sont fans, connaissent très bien. Et souvent, on se dit, on a envie que les joueurs ressentent ce qu'on a ressenti. Donc, je crois même que vous avez orienté votre recrutement justement pour des gens qui étaient passionnés par ce genre-là, spécifiquement. Ça, c'est possible. Ouais. Je pense qu'on a eu une partie... C'est très important, notamment pour Julien, d'avoir... C'est plus facile effectivement de communiquer la vision du projet qu'il amène à des gens qui comprennent ses références, qui ont une expérience sur ces jeux-là, que ce soit en tant que joueur ou pas. Donc oui, clairement, ça facilite les choses. Je crois que vous recherchez encore des gens là en ce moment ou pas? Oui, tout à fait. On recherche encore des gens pour notre studio en Écosse. En Écosse, oui, parce que là, vous avez ouvert une structure. C'est ça, qui est dédiée actuellement à Zodiac, principalement dans le développement et le graphisme. Si je dis pas de bêtises, aux dernières nouvelles. Il semble que tout est correct. On peut trouver ça où exactement? Sur le site officiel. Oui, donc on mettra l'adresse un petit peu si vous êtes intéressé. C'est en ligne. Ok, donc évidemment, j'imagine qu'il faut savoir parler anglais. Ça aide. Ça peut aider. Il faut maîtriser le JRPG. Et l'anglais. Et l'anglais, voilà. Donc c'est les deux grands trucs. Donc ça, ce serait quoi en fait? Tu vas poser tes candidatures? Mais moi, je ne pourrais pas partir. Moi, je resterai jusqu'au bout. Très bien. Alors par contre, si votre signe du Zodiac ne correspond pas, c'est mort. Il se peut que vous ne soyez pas pris. Vous pouvez être très bon, mais alors par contre, si vous n'avez pas le bon signe au bon moment, voilà. Si vous êtes Sagittaire. Et alors du coup... Attention, il faut que la question soit excellente, c'est la dernière. Ah tu vas voir. Okay. Tu vas voir l'excellence de la question. Ça va? Non, je plaisante évidemment. Du coup, là, vous nous avez dit 2015. Un peu plus de précision peut-être sur... non, 2015. 2015 quoi. Entre janvier et décembre, j'ai envie de dire. PS Vita et mobile. C'est ça. Potentiellement, peut-être qu'on aura d'autres versions, mais ça reste à voir. Les plateformes sont en cours d'étude. Voilà. On réfléchit vraiment activement à savoir sur quelle plateforme ça va sortir en premier. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir donné plein de petites infos sur Zodiac. Donc on a hâte de pouvoir mettre un petit peu la main sur une version preview, en tout cas de voir un petit peu jusqu'où vous allez avec ce titre. Et donc on aura l'occasion de toute façon d'en reparler sur nos lives sans souci. On avait déjà parlé dans nos petits sujets Tokyo Game Show, maintenant c'est d'Extra Life. Donc on se reverra sans doute bientôt. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel Extra Life. Salut tout le monde.